Ce tableau désespérant sous vos yeux, c'est Kaliningrad. L'avant-poste prétendument majestueux de Moscou en Europe. L'aveu du commandant russe fait d'ailleurs froid dans le dos. Nous partons gaiement en mission vers cette fameuse zone d'opération militaire spéciale. Je souhaite bien du courage aux gars en espérant qu'ils rentrent tous entiers. Et que le ciel ponde un miracle pour sauver la mise à tout le monde. Vladimir Poutine compte sur ces malheureux pour renverser la vapeur ukrainienne, mais la réalité pique. Avant même de servir de chair à canon, ces gens étaient déjà condamnés. Et ce, chez eux. Les frontières font joli, mais le commerce et les vivres sont coupés net. Sans pièces détachées, bim, les usines se sont tues. Aujourd'hui, dans Monsieur Journal de Guerre, voyons comment la vitrine russe s'est changée en placard isolé. La malédiction de Kaliningrad, c'est bêtement son emplacement. La Pologne bloquant le sud, la Lituanie coinçant le reste. Bref, le collier étrangleur de l'OTAN. Jusqu'en 2022, ce coin grouillé de business. C'est par là que BM et Kia inondaient la Russie. Désormais, c'est une vraie prison économique. L'épicentre du chaos ? Le poste ferroviaire lituanien de Kybartai. Les convois déboulant de la mère patrie doivent traverser les terres lituaniennes. Seulement, les pontes de Vilnius ont dégainé un blocus d'anthologie, en brandissant les sanctions européennes comme excuse dorée. Ciment, acier, produits de luxe et bon vieux charbon. 50% des matières vitales pour les usines locales sont sur liste rouge. La Lituanie ne fait pas qu'interdire, elle balance des quotas. En gros, prenez vos volumes de l'an dernier et divisez-les brutalement par 2. Les trains hors forfait restent pourrir à la frontière pendant des semaines entières. Au sud, chez les Polonais, l'ambiance est encore plus militaire et tendue. Les douanes de Grzechotki et Bezledi, jadis blindées de canons commerciaux, ont bien changé. Désormais, Varsovie scène des dents de dragon pour son fameux projet de bouclier oriental. Autant dire que le fret commercial est complètement mort. Les douaniers polonais épluchent chaque bahut russe pendant des plombes, traités comme de vulgaires nids à espions. Une grève du zèle totale. On fait traîner pour épuiser tout le monde. Résultat, camion au garage. Les délais explosent à 14 jours. Moscou n'a plus qu'une carte, la mer. Le Kremlin a dit « on fera tout voguer », sauf qu'ils ont zappé un détail. Un fret ferroviaire coûte une misère, le même par bateau vous pompe 4 fois plus. Sans compter les rafios manquants et des portes qui craquent sous le poids. Les navires poireautent sagement pendant des jours. Ce magnifique goulot d'étranglement a massacré les cadors industriels du coin. Un petit exemple, admirez ce détroit russe, jadis berceau flamboyant des montages BMW et Hyundai. Aujourd'hui, c'est juste un squelette d'usine flippant. Ils ont bien tenté de bidouiller avec des marques chinoises comme Kai et Baik. Fiasco total. Le matos n'arrive jamais, les conteneurs pourrissent tranquillement au port. Prenez Balk Motors, l'ancien mastodonte de la bécane et des petits moteurs. Rideau baissé en urgence car les pièces ne suivaient plus. Le plus glauque reste le transport, c'était l'Eldorado absolu des routiers russes. 15 000 à 18 000 gars gagnaient leur croûte dans ce milieu. Actuellement, la moitié de ces boîtes tournent à vide. Les bahuts servent de déco dans les garages. 18 000 familles ruinées d'un coup. C'est carrément une hécatombe pour les locaux. Pendant que les mastodontes industriels baissent le rideau, Monsieur Tout-Monde s'offre un petit retour gratos vers le Moyen-Âge. À Kaliningrad, on ne produit plus rien et spoiler, on n'achète plus rien non plus. Fini l'électroménager, les gadgets ou les pièces détachées, la logistique est capoute. Le frigo jadis livré pour rien en camion se tâte désormais une croisière hors de prix. Incapables de raquer, les petits commerces mettent tous la clé sous la porte. Dans les hypermarchés, l'étiquette affiche gaiement le double du tarif moscovite. Dégoûter un ordi là-bas relève désormais de l'achat d'une voiture de luxe. Deuxième claque, le pinard et le luxe. L'Europe a littéralement gommé la façade chic de l'enclave. En verrouillant ses frontières, la Lituanie a sifflé la fin des bonnes bouteilles, du parfum, des crèmes et pire encore de la bouffe et des canapés. Quand les huiles jurent qu'il n'y a pas de crise alimentaire, ils nous baladent. Bon, on ne traite pas la dalle, mais niveau choix, c'est le désert du Gobi. Avec les frais de port, les rayons font pitié et les tarifs explosent en vol. Pour les gros meubles, ça tourne carrément à la farce. Envie d'un canapé? Prévoyez des mois d'attente car le ferry est blindé. Normal, les treillis et l'armée passent avant votre petit confort. Mais le vrai drame de ce naufrage logistique se joue bien au chaud à la maison. Selon la paperasse officielle, le chômage local a pris l'ascenseur, avec un bond glaçant de 21,7% depuis janvier. 1949 chômeurs officiels. Ça semble rikiki, mais ne gobez pas ça. Le vrai danger de cette prise, ce n'est pas le chiffre,
c'est la cible. Décortiquons les stats. Devinez qui rafle plus de 70% des inscriptions. Des citadines de plus de 40 ans, piliers de la compta ou des bureaux. Les bons petits soldats du coin se prennent la gifle de leur vie. Comptez aujourd'hui 7 longs mois pour espérer gratter un nouveau contrat. Et vu leur profil, l'espoir d'un miracle frôle gaiement le néant absolu. Moscou fait quoi? Sortez l'échiquier, 5 milliards de roubles pour les bateaux. Sur le papier ça claque, dans la vraie vie c'est un pur mirage. Les top étrangères et les gars du coin lâchent le vrai morceau. Le citoyen de base n'en voit pas la moindre foutue couleur. Ce beau pactole éponge tout juste les factures salées des armateurs. Les billets s'évaporent chez les transporteurs sans jamais faire baisser la note en rayon. Le sac de ciment coûte désormais 3 fois son tarif d'avant-guerre, c'est dire. Faute de briques et de mortiers, les chantiers sont totalement figés. Le Kremlin arrose, certes, mais l'enclave crève toujours sous une inflation dingue. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'accès physique, pas les bifetons. Et ce petit passe-droit, devinez quoi? C'est l'OTAN qui garde les clés. Mais un truc encore plus flippant que la faillite se dessine, le Grand Noir. Le coin survit depuis des lustres grâce au réseau Brel, une antiquité soviétique. En gros, pour que les ampoules brillent ici, Moscou tirait les ficelles à travers l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Sauf qu'aujourd'hui, les voisins battent coupent le cordon pour le réseau européen ENSO. Oubliez la simple petite panne technique. Là, on parle d'une véritable amputation géopolitique. Avec cette cassure, Kaliningrad joue carrément les Robinson de l'électricité, isolés de tous. Fini le bon vieux réseau des voisins qui vient sauver les meubles en douce, le moindre bug, le moindre pic, la moindre surchauffe des radiateurs. Et paf, c'est le Grand Noir assuré. Moscou fanfaronne qu'il gère la crise. Soi-disant autonome. Sur le papier, ouais, ils ont bien des centrales au gaz. Celle de Prigolskaya existe, certes, mais en coulisses, les pros ricanent jaune. En mode solo, t'as zéro droit à l'erreur. La plus minuscule petite tuile provoque un effet domino fatal. Bah oui, adieu l'accès aux pièces détachées. Entretien impossible. Qui parierait un seul centime sur ce trou noir énergétique? Personne pardi. Résultat, les usines plient bagages et l'industrie fait plouf. C'est là que l'instinct de survie tape fort. Les derniers sondages font flipper. Sur l'ambiance locale, un adulte sur 5 a vu ses propres proches fuir le coin ces 2 dernières années. Et c'est pas qu'une question d'oseille. Le stress de Suwalki, l'OTAN qui s'entraîne et Poutine qui s'en royalement tape poussent les locaux à déguerpir en masse. Et ça dure depuis 2022. On estime que ce petit bout de terre a perdu entre 100 000 et 150 000 habitants. Et devinez qui se fait la malle? Sûrement pas les retraités. Ceux qui se cassent, c'est la crème, les 25 à 45 ans. Toubib, ingénieur, geek, architecte, en clair. Toute la matière grise et l'avenir du bled font leur carton. Ciao. Sauf que le vrai drame, c'est de savoir où atterrir. Car pour eux, la planète a méchamment rétréci et on leur claque la porte au nez. Bon, gré mal gré, la grande majorité se rapatrie tristement vers la mère patrie, en plein cœur de la Russie. Pas par kiff, juste par pure survie. Pendant des plombes, ils menaient leur petite vie tranquille à l'européenne. Le genre de bobo allait siroter leur petit café en Pologne le dimanche. Désormais, bienvenue dans la galère grise et hors de prix de Moscou ou Kazan. Impossible de s'y planquer. Les chances de finir en treillis explosent. Du coup, ce repli stratégique ressemble moins à un sauvetage qu'à un ticket pour une prison version XL. Même cette option coûte une blinde. Les billets d'avion se dealent sous le manteau. Les vols subventionnés partent en 2 secondes. Quant à l'Allemagne ou la Pologne, leurs vieux repères sont de la pure science-fiction. Les portes sont devenues des murs béton. Choper un visa avec un passeport russe, c'est devenu mission impossible. À part les pistonnets avec un vieux titre de séjour, absolument personne ne passe. Pour les autres, l'Europe, c'est juste un joli décor, qu'ils matent tristement derrière des barbelés. Et le plus dingue dans tout ça, leur plan B. Pour les petits génies du code, c'est la Géorgie, l'Arménie ou carrément le Kazakhstan. Pourquoi? Zéro galère de paperasse et tout le monde y parle russe. Surtout, c'est l'esquive parfaite pour fuir la mobilisation et le front ukrainien. Et le boss final, c'est la Turquie. Mais enfin, c'est une option de luxe, réservée aux bourgeois qui ont le compte en banque bien rempli. T'as des vols directs et l'ambiance y est plutôt cool. Sauf que là-bas, choper des papiers devient un enfer et les prix flambent à mort. N'empêche, Istanbul ou Antalya, c'est toujours mieux que d'étouffer en vase clos chez eux. Qui reste vraiment bloqué là-bas? Les sans-sous, ceux qui n'ont aucune porte de sortie et les personnes âgées. Cette fuite massive bousille littéralement le présent du coin tout en flinguant son avenir pour les 20 prochaines années. Du coup, c'est quoi le plan B pour Moscou à court et moyen terme?
Dans l'immédiat, le Kremlin peut toujours gonfler à bloc ses ravitaillements par bateau. Ils peuvent multiplier les itinéraires de secours et forcer la production locale d'énergie et de bouffe. Faire d'énormes réserves stratégiques, préparer les civils au pire et retaper tout le matos de défense militaire. Mais soyons honnêtes, la vraie baguette magique sur la durée reste politique. Le moindre petit geste pour ouvrir quelques passages techniques avec l'Europe et l'OTAN, un papier de douane allégé ou un visa facile, ça changerait carrément la donne. Sans cette diplomatie, toute leur rustine économique coûte une blinde et ne dureront pas. Maintenir cette enclave sous perfusion devient juste un gouffre financier absurde et super risqué. Et du côté de l'Europe et des voisins, on fait quoi? Pour Bruxelles et l'OTAN, l'obsession numéro 1, c'est de dissuader, d'encaisser le choc et d'éviter le grand dérapage. Verrouiller le fameux couloir de Suwałki, régner en maître absolu sur la mer Baltique, bichonner nos câbles sous-marins et rendre la monnaie de leurs pièces aux attaques furtives. En parallèle, il faut quand même gérer la casse humaine et essayer de calmer le jeu. Peut-on vraiment acheminer des vivres sans transformer chaque camion en drame diplomatique? Comment arrêter de s'engrouiller sur chaque étiquette de marchandises à la frontière? Et surtout, comment éteindre les incendies locaux sans flinguer l'effet de nos propres sanctions? C'est un vrai travail d'équilibriste mais vital pour ne pas finir en troisième guerre mondiale. Quel avenir alternatif peut-on sérieusement imaginer pour Kaliningrad? Si rien ne bouge, on continue dans la galère, isolement prolongé et prix exorbitants. Ambiance militaire hyper tendue, garantie et adieu l'argent des investisseurs. Un scénario de réconciliation doucette permettrait de bricoler des astuces techniques pour le transit. On pourrait distribuer quelques visas au compte-gouttes, ou même envisager de bosser ensemble dans les ports, sous haute surveillance évidemment, histoire d'alléger un peu la facture infernale de cet isolement. Si ça pète vraiment, l'enclave devient la cible numéro 1, mettant les habitants et la région dans une sauce mortelle. Franchement, lâcher un peu de l'Est, de façon hyper contrôlée et visible pour les civils, ça reste de loin l'idée la moins stupide pour limiter la casse humaine et financière sans déclencher un affrontement apocalyptique. Mais pourquoi la Russie s'accroche-t-elle autant à ce bourbier malgré toutes ces galères? Côté égo, c'est l'ultime trophée triomphal de la Seconde Guerre mondiale. Stratégiquement, c'est leur seul plongeoir qui ne gèle jamais sur la mer Baltique. Niveau baston, c'est une forteresse de déni d'accès parfaite pour jouer les troubles fêtes dans tout le nord de l'Europe. Allez donc expliquer un retrait aux citoyens russes, ce serait un suicide politique et militaire. Bref, le Kremlin est condamné à garder, à nourrir et à blinder militairement ce trou perdu, quitte à cramer la caisse pour un résultat médiocre. Cet engrenage infernal transforme ce bout de terre en un énorme boulet permanent pour l'État russe. Alors, quelle est la grande leçon de ces 30 dernières années là-bas? Tout simplement que la géographie têtue gagne toujours face aux petits projets éphémères. Sans une diplomatie qui tient la route et des dirigeants un minimum sérieux, n'importe quelle petite pépite économique s'effondre à la moindre tempête. Et empiler des chars ne sert qu'à planquer les failles politiques pendant un petit moment. Mais le baratin ne remplit pas le frigo éternellement, soyons réalistes. Kaliningrad prouve à quel point les fables avalent l'État. Plus on se donne des airs de martyr, plus le quotidien devient galère. Bref, cette enclave subit aujourd'hui un blocus hyper moderne. Fini les blindés, on vous achève par la ruine, les pénuries et l'isolement. Le grand chef jure qu'il gère, mais livre juste pétoire et corbillard. Les kidams servent juste de chair à canon pour les délires du tsar. Ces pauvres bougres esquintés vus à l'entrée grimés en bidasse malgré leurs béquilles, ils incarnent parfaitement cette ville. Une bourgade moribonde, rincée et complètement larguée, qui plonge dans le ravin sans parachute. Vous en dites quoi vous autres? Jusqu'à quand ces locaux vont-ils tolérer cette mise en quarantaine? Ce dernier avant-poste va-t-il imploser de l'intérieur sans claquer la moindre douille? Suivez la chaîne Monsieur Warlog pour zapper les gros bobards. C'était Charlie de l'équipe Monsieur Warlog. Gardez toujours votre libre arbitre.